Donc on a pu voir que à travers vos différentes interventions, quelque chose de très complet, la place de l'Europe, le nord, le sud, en fonction des flux, en fonction de la production halieutique également, et un petit peu d'histoire même. Euh, et maintenant, donc, on peut voir que l'Europe, donc, comme vous le disiez, est au centre de ces deux mers, mais il y a des voisins littoraux à l'Europe, comme donc, on a pu le voir, la Norvège, le Royaume-Uni dorénavant, au sud plutôt l'Afrique du Nord, la Turquie, des pays avec lesquels on a potentiellement des conflits, ou, voilà, ou des collaborations, des choses qui peuvent être très intéressantes, très bénéfiques à l'Europe. Et donc, je voulais vous permettre d'intervenir là-dessus, peut-être avoir votre avis également sur la façon dont est géré le voisinage, entre guillemets. Comment est-ce que l'Union européenne gère son voisinage, ses collaborations, ses liens avec ces nations qui sont hors Union européenne. Est-ce que l'un d'entre vous veut prendre la parole? À défaut, je laisserai Pierre Kalaskine si, avec votre point de vue peut-être un petit peu plus global, général sur la situation en tant que député européen, prendre la parole. Bien, écoutez, je ne sais pas si vraiment je mérite d'être qualifié de regard plus général. En tout cas, j'essaierai d'avoir un regard correct. Bon, les relations de voisinage avec nos voisins, justement, se sont singulièrement modifiées ces derniers temps. Et quand je dis singulièrement, j'ai tendance à dire qu'il y en a une bonne partie qui relève de la même problématique. Et notamment en Turquie, Royaume-Uni, même combat. Même combat, d'abord sur, on l'a évoqué à l'instant, le thème des migrations. Le thème des migrations, même si ça n'est pas exactement des flux dans le même sens, de la même nature entre Turquie et Union européenne, et puis Union européenne, le Royaume-Uni, malgré tout, nous avons la réalité d'une politique qui est difficile à définir, difficile à partager au niveau européen, difficile à mettre en œuvre. Lundi, en commission du contrôle budgétaire dans laquelle je siège, nous allons avoir à voter le quitus de l'agence Frontex pour l'année 2019. Eh bien, je peux vous dire qu'il y a des pages et des pages et des pages d'amendements expliquant tout ce qui a été fait de travers. Et il n'est pas impossible que le Parlement européen refuse de donner quitus à la direction de Frontex pour sa gestion. Ça arrive de temps en temps. Le Parlement européen donne quitus à toutes les institutions pour leur gestion. Hein. C'est notre rôle. D'ailleurs, ce qui est drôle aussi, c'est que nous donnons quitus à nous-mêmes. C'est quand même original. Mais c'était pour le dire en passant. Donc, on a cette question de la politique migratoire, qui est une politique compliquée, qui est d'ailleurs difficile à appréhender pour beaucoup de monde, et qui est aussi liée tout simplement à la diversité des histoires de nos pays. Certains ont une approche tout à fait différente des autres, franchissez une frontière et vous n'avez plus du tout la même façon de voir les questions de migration au sein de l'Europe. Et puis le deuxième point, à mon sens, qui réunit la question turque et la question britannique, c'est celle de l'établissement des frontières maritimes. On a parlé tout à l'heure de zones exclusives économiques. Et en fait, ce que nous avons vécu ces dernières années, eh bien, c'est tout simplement la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui institue les zones exclusives économiques entre 12 et 200 000 nautiques. À noter que, formellement, cette convention des instituts en offre la possibilité, mais c'est à chaque État de faire la démarche d'établir, de revendiquer cette zone exclusive économique. Et cette revendication ne peut pas se faire sans discussion et à minima accord, enfin à minima, je ne sais pas si c'est à minima, mais en tout cas non-refus des voisins. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui entre la Grèce et la Turquie? C'est précisément cela. Et alors on n'est même pas dans les zones exclusives économiques entre la Grèce et la Turquie. On est même à faire passer la zone territoriale de 6 000 à 12 000. Ce qui est le cas dans quasiment tous les autres, parce que je pense que c'est le cas dans tous les autres États européens, on est à 12 000. Mais simplement, si vous passez la Grèce à 12 000, la Turquie se retrouve quasiment avec des zones territoriales qui se retrouvent à portion congrue. Mais
on le voit bien, les frontières du XXIe siècle, ce sont les frontières maritimes. Parce que on sait que la mer et les espaces maritimes regorgent d'un certain nombre de ressources, sont les dépositaires des enjeux du XXIe siècle, y compris d'ailleurs sur les questions de la ressource halieutique. Sur tout autre sujet, on pourrait longuement évoquer l'attitude prédatrice de la Chine sur ses territoires et ses stocks de poissons. Bah justement, parlons de poissons, c'est ce qui se passe au Royaume-Uni. C'est ce qui se passe avec le Royaume-Uni et l'Europe. Au fond, on se dit Brexit, pourquoi est-ce que la pêche a été aussi compliquée? Ça, j'ai dû répondre ça à peu près 150 fois à des journalistes tout au long de l'année 2020. Mais pourquoi ça coince sur la pêche? Alors en anglais, en français, toutes les langues que vous pouvez imaginer concernées. Alors, je fais pas le gaélique, je suis désolé. Pourquoi ça coince? C'est tout simplement parce que il y a d'abord un message mensonger des Brexiteurs dans leur campagne. Lorsqu'ils disent « We want to take back control of our waters ». Nous voulons reprendre le contrôle de nos eaux. Eh bien, c'est un mensonge. C'est un mensonge parce que le Royaume-Uni, quand il entre dans la communauté économique européenne en 1973, n'a pas revendiqué ses zones exclusives économiques. Il n'a revendiqué une compétence ou une revendication de souveraineté sur les ressources halieutiques sur un espace, alors je ne sais plus si c'est 0,3 ou 0,6 ou 0,12 000. Alors je vois M. Metz qui le dira. En tout cas, sur une portion beaucoup plus restreinte, le Royaume-Uni est un pays d'essence libérale qui a toujours milité contre le libéralisme en mer et donc la liberté de faire ce que l'on veut en mer. Dans les années 70, les bateaux de la Royal Navy courent après les chalutiers islandais pour aller couper leurs funes parce que l'Islande a revendiqué l'extension de sa zone exclusive économique pour pouvoir s'accaparer les ressources de cabillaud. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, avec ce Brexit, se passe la négociation pour la revendication de la zone exclusive économique. Cette négociation a lieu aujourd'hui, alors qu'elle aurait dû avoir lieu dans les années 70. Mais elle n'avait pas eu lieu dans les années 70. Pourquoi? Parce que le Royaume-Uni rentrant dans la communauté économique européenne, eh bien ses eaux étaient communautarisées, donc la question ne s'est pas posée dans ces termes. Et on comprend bien, avec ces deux exemples, que revendiquer une territorialité définie, une privatisation, comme disait M. Metz, sur un territoire maritime, c'est un élément tout à fait majeur, récent. Donc en plus, on n'a pas beaucoup de recul sur tout ça, mais c'est quand même un point pas du tout négligeable de nos politiques de relations avec ces pays. Ce qui conduit, si vous voulez parler de la Norvège et des relations avec l'Afrique du Nord. Sur la Norvège, je dirais simplement que le bateau coule, fait un voyage relativement paisible. Il est un petit peu perturbé par le Brexit, puisque pour le coup, on voit la multiplication d'accords tripartites maintenant. C'est-à-dire que là où nous avions des accords entre, tout bêtement, la Norvège et l'Union européenne, maintenant il y a un accord entre la Norvège et l'Union européenne, il y a un accord entre le Royaume-Uni et la Norvège, et un accord entre le Royaume-Uni, la Norvège et l'Union européenne. Créant des complexités, créant un décalage dans la négociation des fameux quotas. Puisque auparavant, alors non, je dis des bêtises, ça c'est avec le Royaume-Uni, oubliez ce que je viens de dire, mais créant une multiplication de lieux de négociation qui rend assez flou, assez complexe à appréhender les sujets. Sur les relations avec l'Afrique du Nord, moi je dirais simplement que nous essayons de mettre en place, l'Union européenne, l'Union africaine essaye de mettre en place un cadre global de coopération, parce que malheureusement, si vous regardez et si vous demandez premier a priori sur c'est quoi les relations entre l'Afrique du Nord et l'Union européenne, on va vous parler migration, évidemment. Mais il y a les accords de Cotonou, nous avons une stratégie commune Afrique-UE, d'ailleurs je crois que nous l'adoptons la semaine prochaine en session plénière du Parlement européen. Et ces accords contiennent des dimensions économiques, politiques et politiques de développement. Mais évidemment, il y a tout un volet politique de migration. Je ne répéterai pas ce que je viens de dire, avec toute la complexité et des débats, je le vois et je le dis en toute sincérité, qui traversent les partis politiques, les pays, les mouvements. Nous avons eu des débats sur un rapport du Parlement européen sur qu'est-ce que nous devrions mettre dans l'aide au développement, par exemple, dans ce qui est financé par l'aide au développement. Eh bien, nous avons eu
au sein de la délégation à laquelle j'appartiens, donc la délégation Renaissance au Parlement européen, nous sommes 23 députés européens, ben, j'ai eu une grande diversité d'opinions. Donc une vraie difficulté à avancer là-dessus, ce qui ne crée pas les bases, à mon sens, de relations sereines de voisinage, et je crois que nous allons en pâtir encore pendant plusieurs années. Souhaitez-vous prendre la parole, M. Guizot, M. Metz? Allez-y. Avec votre accord, M. Metz, je vais prendre la parole. Alors, là, j'ai plus de choses à dire. C'est plus mon métier, en fait. Voilà. Bon, avec la Norvège, c'est certain, pas grand-chose. La seule chose intéressante, c'est de voir que la Norvège est dans Schengen. Donc ça, c'est quand même à noter. Et voisin de la Norvège, la Russie, bon, voilà, qui pose d'autres questions, mais je vais y revenir plus tard. Mais pour ça, en mer de Barents, tout est très clair. La Finlande n'ayant pas d'ouverture au nord, d'ouverture littorale au nord, la question est très claire. Il y a un accord en 2007, etc. Mais là, on en sort un peu du cadre. Enfin, un traité Norvège-Russie en 2007. Pour le Maghreb, la question est intéressante et je vais y revenir après en parlant des missions de notamment Sofia puis Irini. Pour moi, il y a deux choses très importantes. La première, c'est que, comme vous le savez, en 2007, l'Europe accueille la Bulgarie et la Roumanie, et donc ça nous ouvre sur une autre mer. Ça nous ouvre sur la mer Noire. Et cette question-là, elle est déterminante, parce que ça a fait changer en partie, peut-être, la politique turque. J'ai pas d'avis tranché là-dessus. J'en parlais hier avec un brillant collègue qui est franco-grec, qui est basé à Athènes et qui m'expliquait que, en fait, une partie des crispations, alors là, je vais plutôt parler de la Turquie, une partie des crispations avec la Turquie sont exactement celles détaillées par monsieur le député. Il me donnait le chiffre suivant, c'est-à-dire que si la Grèce décide de faire passer ses eaux territoriales de 6 à 12 000, en fait, la mer Égée est contrôlée à 71% par la Grèce. 71%. Là-dessus, les Turcs disent c'est un casus belli. Si vous le faites, c'est un casus belli. Et la question est plutôt une question de prétexte. Parce que de toute façon, les Grecs n'en ont pas envie. Les Turcs, eux, s'en servent avec un opportunisme tout turc sur ces questions-là. Et les Turcs disent vous allez nous asphyxier, vous allez compromettre le trafic marchand vers les détroits du Bosphore, des Dardanelles et la mer Noire. Bon. En fait, Montego Bay dit très clairement qu'il y a une liberté totale. Donc, vous êtes un navire marchand, vous faites ce que vous voulez, où vous voulez, dans le limite de la réglementation, etc., de votre pavillon et compagnie. Donc ça, c'est un point de tension, un point d'achoppement. Là-dedans, il s'est passé les événements que vous connaissez tous en Méditerranée orientale et notamment au niveau des tensions entre Grèce et Turquie de l'été dernier. Ce sont des tensions qui peuvent se poursuivre à l'occasion, mais ça a été quand même relativement chaud. Son avis sur la question était que la politique turque, et avis que je trouve tout à fait pertinent, est que la politique turque était une politique terrienne. Et maintenant, la politique turque tend à devenir une politique aussi tournée vers la mer. Et vers la mer, j'entends vers la Méditerranée. Parce que la Turquie se veut pivot régional. Pivot régional, c'est-à-dire parce qu'elle est présente en Syrie, parce qu'elle a des intérêts aussi en Libye, et parce que ces intérêts vont jusqu'en fait là où allait l'Empire ottoman. C'est-à-dire qu'on parlait histoire tout à l'heure, c'est évident. Ils sont en mer Rouge, ils sont jusqu'en Somalie. Il y a vraiment un développement d'une politique, d'une nouvelle politique, on pourrait dire, impérialiste turque. Et là, il y a forcément eu un glissement du centre de gravité. Et c'est ça qui complexifie aussi les relations. Puis par ailleurs, l'histoire de la Turquie, les rapports entre Turquie et Union européenne n'ont pas été toujours très sereins. Donc voilà. Donc première chose, l'ouverture sur la mer Noire, donc Roumanie, Bulgarie rentrant en 2007, ça fait aussi une chose importante, c'est que la Grèce n'est plus isolée de ses partenaires territorialement. La Grèce est rattachée continentalement. Et ça change la donne. Même en termes de conception de l'espace, ça change la donne. Ensuite, une autre question qui se pose, c'est la question russe.
Parce que si à Kaliningrad, tout est à peu près réglé, si dans l'espace lointain, c'est-à-dire au niveau de la mer de Barents, tout est à peu près réglé, ben, au niveau de la mer Noire, c'est pas la même chose, hein. C'est-à-dire que vous avez la question de la Crimée, vous avez la question aussi plus loin du Caucase, et puis vous avez la question, bon, la question de la Crimée est liée aussi à la question du Donbass, et tout ça, ça rentre dans un jeu un peu difficile. Or, par la mer Noire, nous sommes, mine de rien, l'Union européenne, nous Européens, nous sommes des riverains de la Russie. Et ça, c'est une question importante. Et là aussi, il y a une politique intéressante. Et bon, tout ça est lié à la convention de Montreux de 1930. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Où est-ce que j'ai mis ça dans mes notes? 1936. Et l'accès à la mer Noire étant régulé pour les flottes. Or, on sait bien qu'une partie de la flotte est à Sébastopol et que Sébastopol étant avant ukrainien, voilà, mais Sébastopol étant maintenant sous pleinement contrôle russe, on va dire. Voilà, en termes. C'est pas tout à fait exact, je peux pas rentrer dans les détails. Et il y a quand même un intérêt pour la Russie à descendre en Méditerranée et à aller jusqu'en mer Rouge, etc., et un accès aux eaux chaudes. C'est quelque chose qui historiquement a été vérifié plusieurs fois. Et donc, on se rend compte quand même qu'il faut composer avec deux voisins qui parfois ne s'aiment pas, parfois sont alliés. Le cas syrien est très emblématique de ça, et qui composent eux relativement bien ensemble et qui ont, on pourrait dire, peut-être un pouvoir de nuisance assez marqué vis-à-vis de l'Union européenne. Quand je dis pouvoir de nuisance, c'est pas un jugement de valeur, hein. C'est-à-dire qu'ils sont plus offensifs et nous, je trouve, nous sommes plus défensifs. Nous sommes plus sur la conciliation. La Turquie, comme la Russie, ont une politique qui est une politique de territorialisation qui est très marquée. Et ça, c'est intéressant. N'oublions pas Chypre, qui, mine de rien, est un État important à notre échelle, et qui est un État insulaire totalement dans la zone qui est la grande zone de tension. Ensuite, deux constats. Premier constat, il n'y a quasiment pas d'îles qui ne sont pas européennes, c'est-à-dire territorialisées en Europe. Vous avez quelques petites îles sur le littoral du Maghreb. Vous avez quelques îles, mais aucune de grande importance au niveau de la Turquie. Et toutes les autres îles sont européennes. Vous prenez les grandes îles dans l'histoire, hein, Malte, vous prenez Chypre, vous prenez Rhodes, vous prenez... Tout ça, c'est européen. Et la vie, quand on est sur ces îles, ben, la vie, elle est complètement différente. C'est un regard pour eux, et évidemment, nous, on voit ça de la France. C'est-à-dire la France, pour nous, c'est quelque chose de lointain. Quand vous êtes à Chypre, au niveau de la buffer zone, vous vivez là la relation avec la Turquie. Chypre est occupée au nord, hein, faut pas oublier ça. Quand vous êtes sur une île où vous pouvez voir le river turc en face, et vous pouvez même voir les bases militaires en face, c'est pareil. Vous êtes quand même en Europe. Donc ces zones frontalières, qui sont pas des marges, qui peuvent être considérées comme des marches, hein, des zones tampons, sont réellement des zones clés pour l'Europe. Et c'est d'où la question de Frontex, d'où la question des migrations, etc. N'oublions pas non plus que l'Europe se construit militairement, notamment grâce à ses missions maritimes. Première réussite européenne, Atalanta, une mission qui se déroulait au large de la Somalie. Donc il y a un enjeu même qui n'est pas en Méditerranée, qui n'est pas en Atlantique, qui n'est pas en mer du Nord, dans les espaces maritimes européens, ou partiellement européens, qui est un enjeu, on parlait de l'Union africaine, l'Union africaine était bien incapable d'organiser une défense contre les pirates. Et là, on a vraiment une construction et une opération qui fonctionnait bien pour lutter contre la piraterie somalienne en 2011, à partir de 2011. Elle n'est pas finie à Atalanta, elle est encore en activité. Ensuite, on a l'opération qui, elle, est en Méditerranée, donc qui est EUNAVFOR Med, la première, donc Sophia, 2015-2020, qui est une opération humanitaire et aussi de lutte contre les trafics. Juste pendant la crise de 2015, les chiffres, 350 000 migrants passent par la Méditerranée. Récemment, 2020, c'est 15 000 au premier trimestre. Donc c'est quand même pas rien, avec tous les drames qu'on connaît.
Cette opération MUT, enfin, elle était peut-être, j'ai peur de le dire, mais en état de mort cérébrale ou de problème avec la politique italienne, etc. C'était compliqué. Et MUT en une opération très tournée vers la Libye qui s'appelle Irini, qui est une opération en fait de lutte contre la traite des êtres humains et lutte contre le trafic d'armes et en fait des opérations qui s'apparentent vraiment à la gestion de la Libye, c'est-à-dire éviter que cet État libyen qui n'a plus le nom d'État que pour l'international soit une poche on va dire, d'agitation et une zone grise. Donc là, la construction européenne se fait aussi par les mers, c'est ça que je veux dire, et se fait de manière active. Voilà, dans des zones de coopération et aussi de la formation. N'oublions pas que la mission européenne en Somalie est essentiellement liée aussi à la lutte contre la piraterie. Et donc là, il y a quelque chose, il y a une dynamique qui se joue qui est plus lointaine. Voilà. Ce que j'avais à dire, c'était, pour résumer tout ça, c'est que, à l'image de ce qu'a dit monsieur le député, en fait, les problèmes sont souvent les mêmes. Les problèmes sont souvent les mêmes. Le problème de territorialisation est un énorme souci. Le problème de contrôle des migrations est un énorme souci. Le problème de, plus généralement, des trafics est un énorme souci. Le problème de sécurisation du flux, est un énorme souci. Et c'est pour ça que les Européens arrivent à s'entendre là-dessus, je crois, largement, face à des menaces qui pourraient sembler extérieures. Merci beaucoup pour Monsieur Net, je vous laisse continuer, répondre, réagir, rebondir. Ouais, pour rebondir sur ce qui est de mon champ de compétences, désolé de vous ramener à des choses un peu plus terre à terre de poisson. Je vais repartir sur un élément qu'a donné Pierre Karleski, la guerre du cabillaud en Islande. Il faut se souvenir que, donc, grosso modo, dans les années 50, les zones territorialisées, les zones appartenant aux États, sur lesquelles les États avaient un contrôle à peu près complet, c'était les mers territoriales. Donc on parle de 3 à 6 000 nautiques. La mer d'Islande, c'était 3 000 nautiques jusqu'en 52. C'est passé à 4 000. Les Anglais ont commencé à râler parce qu'il y avait beaucoup de cabillauds autour. En 1959, c'est passé à 12 000. Là, les Anglais ont envoyé la marine. Puis en 72, c'est passé à 50 000. Ils ont renvoyé la marine, ils ont coupé les funes des chaluts. Et finalement, en 75, les Islandais ont dit bon, écoutez, c'est fini, on arrête. On veut la zone à 200 000 autour de chez nous. Les Anglais ont accepté ça en 76. Ça a quand même pris une année pour accepter la chose. Quand on regarde un peu le fonctionnement de tout ça, on peut se dire oui, d'accord, mais pourquoi les Britanniques ils ont râlé? Mais en fait, les Britanniques ont eu la même problématique, et même les Européens ont eu la même problématique dans les années 60. Il y a, dans tout le processus de Brexit, il y a un moment, les Britanniques ont célébré une grande victoire en disant « Nous avons envoyé officiellement notre lettre de retrait de la Convention de Londres de 1964. » Alors, plus personne ne se souvenait que c'était cette Convention de Londres. Cette Convention de Londres, en fait, c'est lorsque les différents États riverains de la mer du Nord et de l'Atlantique ont décidé communément d'augmenter leur zone exclusive, leur mer territoriale, passer de 6 à 12 000. Mais comme il y avait des bateaux qui pêchaient juste en face de chez eux, ils ont donné des droits historiques. Donc en fait, il existe encore des cartes, ceux que ça intéresse, on pourra la retrouver très vite. Il existait une carte que je voyais dans mon bureau au Royaume-Uni quand j'ai travaillé il y a une dizaine d'années, qui nous disait où pouvaient pêcher les Français, où pouvaient pêcher les Néerlandais, où pouvaient pêcher les Belges, où pouvaient pêcher les Irlandais, tout autour de l'Angleterre et du Pays de Galles. Et justement, l'application de cette Convention de Londres. Cette Convention de Londres, en fait, qui donne aussi accès à certaines flottes européennes, aux eaux françaises, aussi bien dans le Pas-de-Calais qu'au sud de l'Estonie. Une des grandes questions donc, qui a agité le Brexit, à tort ou à raison, ça a été la pêche, mais il faut bien se souvenir qu'une des grandes questions qui a agité la non-accession de la Norvège à l'UE, c'est la pêche. Une des grandes questions qui a fait en sorte que le Danemark est rentré tout seul, sans le Groenland et sans les îles Féroé dans l'UE, c'est la pêche également. Ces différents territoires voulaient conserver un droit de regard propre
sur leurs ressources maritimes et ne voulaient pas de communautarisation de la politique des pêches. Il faut se souvenir, c'est quand même que l'Europe s'est construite un peu à l'envers. Il manquait d'un accord politique et on est rentré par l'agriculture en 57. Et on est rentré en fait par l'agriculture et la pêche. La pêche en fait et l'agriculture sont les premières politiques intégrées au niveau européen et la pêche est celle pour laquelle l'Europe a eu le plus de compétences, puisqu'en fait il y a un espace qui est grosso modo hors des eaux territoriales, donc à 12 000 des côtes françaises jusqu'à 12 000, l'année dernière jusqu'à 12 000 des côtes britanniques, grosso modo, c'est l'Europe qui a compétence pour gérer, pour définir les règles. Les États membres, bien entendu, discutent entre eux, mais in fine, c'est l'Europe qui met le tampon sur le document. C'est pas le préfet maritime français ou c'est pas l'équivalent au niveau britannique. Cette communautarisation des eaux a posé un gros problème aux Britanniques pendant longtemps, parce qu'ils ont considéré qu'ils se sont fait avoir en 83 lorsqu'il y a eu répartition des quotas. Comme eux étaient tournés vers une pêche lointaine au cabillaud, en Islande, en Norvège et au Canada, ils avaient très peu de pêche auprès des côtes, encore moins en Manche. Et quand chaque État est arrivé à la table des négociations pour la politique commune des pêches, en disant ben voilà, ça c'est mes données de capture, les Français sont arrivés avec une liasse comme ça, les Britanniques sont arrivés avec une feuille. Et résultat des courses, un des chiffres qui était lancé par Barry Dees, le chef de la NFFO au Royaume-Uni, était, mais vous vous rendez compte, les Européens, ils capturent 90% du cabillaud en Manche. Donc, il faut savoir que le quota de manche de cabillaud, c'est peanuts. Hein. À côté de ça, le quota de la mer de Barents, c'était 1 million de tonnes il y a encore 5 ans. Donc, on utilisait un argument qui n'avait strictement rien à voir dans le public, mais pour dire que c'est la faute des Français. Non, c'était la faute des Anglais qui, à l'époque, n'avaient pas fait leur boulot correctement. Pour revenir justement à nos luttes de voisinage, un des gros problèmes qu'on va avoir avec les Britanniques, mais qu'on avait déjà auparavant, avec les États côtiers, donc au nord, la Norvège, l'Islande, les Féroé et le Groenland, c'est que la Convention de Montego Bay, en fait, elle a créé un nouveau système, entre guillemets, qui est le fait que quand une ressource de poisson se balade dans des territoires différents, la Convention de Montego Bay, et tous les textes qui en découlent derrière, expliquent qu'il faut que les États se mettent d'accord sur la gestion. Ça a l'air de rien, mais le principal quota pour l'ensemble de l'Europe, celui qui ramène le plus de sous dans les poches des pêcheurs, c'est le quota de maquereau. Et le quota de maquereau, il se balade de l'Espagne jusqu'à la Norvège en passant par l'Islande et les Féroé. Pourquoi je parle du maquereau ? Parce que tout simplement avec une petite chose qui nous touche, mais pour laquelle on peut strictement rien faire, qui est le réchauffement climatique, la migration du maquereau a bougé vers le nord. Donc la migration du maquereau, lorsque les règles de gestion du maquereau sont mises en place, la migration du maquereau, elle passait très légèrement en Islande, dans les eaux islandaises, et puis au fur et à mesure, le maquereau monte de plus en plus au nord. Et grosso modo, ça devait être 2007 ou 2008, les Islandais qui avaient un quota de capture accessoire, donc le fait de dire je pêche du caplin et j'ai un peu de maquereau, donc au lieu de le rejeter ou au lieu de ne pas le déclarer, je le déclare, c'est une capture accessoire. Ils avaient une capture accessoire de grosso modo 10 000 tonnes. Et ils ont dit d'une année sur l'autre, en fait, votre jeu à 4 là, c'est sympa, mais on en sort, et puis on ne veut pas 10 000, mais on veut 100 000 tonnes. Donc du jour au lendemain, vous avez une non-coopération. Les États commencent à essayer de jouer de concert. Donc la Norvège et les Britanniques disent aux Islandais, non, vous ne pouvez pas faire ça, on va vous mettre des bâtons dans les roues, on va vous empêcher de débarquer du poisson, on va vous empêcher d'exporter le poisson, sachant que l'Islande, la Norvège, c'est des pays exportateurs vers l'UE. Ça n'a rien fait. Au bout de quelques années, c'était pas seulement l'Islande qui décidait de son propre quota, c'était la Norvège qui décidait également de son propre quota. Les Féroé se sont mis à jouer. Et puis au début, c'était le maquereau. Et puis derrière, on a dit le hareng, ça va être pareil. Le merlan bleu, ça va être pareil. Des tas de petits pélagiques qui, mine de rien, ça fait beaucoup de volume. Et bizarrement, ce sont les flottilles les plus rentables. Donc c'est là où il y a un intérêt économique fort. Et cette gestion-là, elle a été défaillante, et elle l'est toujours. C'était cette semaine, il y avait un webinaire organisé par l'écolabel MSC sur les pêcheries de poissons pour la farine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau mondial,
grosso modo 25% des petits pélagiques, donc les maquereaux, les harengs et toutes ces choses-là, les sardines, les sardinets, 25% de ces poissons-là ne sont pas capturés pour notre consommation à nous, mais sont capturés pour nourrir des poissons, donc le saumon d'aquaculture, le bar, la dorade, des cochons, des vaches, des tas de choses, vos chats, vos chiens. Et donc il y a un enjeu énorme. Et ben, au Royaume-Uni, la chaîne de supermarchés Tesco vient de demander à ses fournisseurs d'arrêter de donner des farines provenant d'Europe du Nord pour le saumon, en considérant qu'il fallait qu'ils trouvent d'autres solutions, parce que comme la gestion était défaillante, eux, en tant que GMS, avaient un risque légal qu'un jour les consommateurs se retournent vers eux, parce qu'en fait, ils auraient incité à la surpêche. Donc on part d'un petit problème d'eau territoriale, avec 4 gouvernements qui ne coopèrent pas, et 10 ans après, on est avec un secteur du saumon qui a une crise majeure de sourcing de la nourriture pour la bestiole qu'il a envie de vous vendre à vous et à moi, sachant que la France c'est un tiers de la consommation de saumon d'Europe. Tout ça, voilà, non-coopération avec des riverains. Ça a l'air de rien, mais en fait, il faut vous dire que c'est un des enjeux majeurs actuellement, et une épée de Damoclès dans les prochaines négociations avec le Royaume-Uni. Parce qu'avec la Norvège, on se bataille sur 3 gros stocks de petits pélagiques, un peu de cabillaud, un peu d'aiglefin, et encore, c'est relativement bien séparé, parce que soit c'est vraiment chez eux, soit c'est vraiment chez nous, donc en fait, c'est juste savoir, est-ce que je vais avoir le droit de pêcher chez les Norvégiens, ou est-ce que les Norvégiens vont avoir le droit de pêcher chez nous? Là, avec le Royaume-Uni, c'est 100 stocks de poissons. Ça coupe des zones entières habituelles des Français, des Belges, des Néerlandais, des Irlandais. On n'en est qu'au début. Super Leskin va avoir beaucoup de pain sur la planche, je pense. Mais voilà, si vous voulez, voilà, c'est en quelques minutes les relations avec les voisins. Voilà, pour moi, c'est du territoire et du poisson qui est préférable que je pêche moi plutôt que l'autre. C'est toujours ça. Hein. Sur le Brexit, moi je rajouterais, pour illustrer cela, que nos amis britanniques sont restés dans l'Union européenne pendant un peu plus de 40 ans. Je pense que nous allons négocier, gérer des suites du Brexit pour encore 40 ans. Et je suis assez sérieux quand je dis ça. Je pense que nous en avons pour 40 ans à atterrir sur ce que nous avons devant nous. Vous savez que l'interprétation sur la période de transitoire de 5 ans pour l'atterrissage sur les quotas n'est pas la même chez nous et chez eux. Chez nous, une partie du secteur considère que, donc pour ceux qui n'ont pas suivi vraiment le détail de la pêche et le Brexit, il a été négocié en fait une sorte de phase de transition qui fait baisser grosso modo les quotas des Européens et fait augmenter le quota des Britanniques dans les eaux britanniques, avec entre guillemets une clause, certains pensent être une clause de revoyure à 5 ans, et puis ce que les Européens pensent être non, une clause de stabilité à 5 ans. Donc beaucoup d'Européens se disent, ben voilà, on va baisser nos quotas, mais dans 5 ans, ben, on va être à un niveau relativement stable, une répartition stable. Au Royaume-Uni, ils disent non, on va baisser pendant 5 ans, et puis après on les met dehors. Donc voilà, déjà rien que sur ça, je pense que voilà, dans 5 ans, on va de nouveau se mettre à rigoler très fort. Ça fait plein de travail pour les consultants, c'est très bien. Ça fait plein de sueur froide pour les pêcheurs et pour tout le secteur. Je peux vous garantir que des coups de fil de gens du secteur qui se demandent comment ils vont faire, il y en avait quelques-uns avant, maintenant il y en a beaucoup. Quoi. Ça en devient inquiétant. Peut-être quand même pour ajouter, et ce que vous venez de dire me fait penser à ça, c'est sur la question du Brexit, sur la question des tensions. On constate quand même qu'il y a un effet paradoxal dans la territorialisation, notamment des zones de détroit. C'est vrai à Gibraltar, Ceuta, etc. Et c'est vrai aussi dans le Pas-de-Calais et au niveau du Pas-de-Calais. On se retrouve avec quand même des réactions paradoxales. On n'a jamais été aussi loin, on va dire, des Britanniques, schématiquement, et ça développe quand même, par exemple, à Dunkerque, là, il y a quand même la société DFDS, société danoise qui opère en France, qui ouvre une nouvelle ligne vers l'Irlande. Et cette ligne marche tellement bien qu'ils vont ils vont mettre d'autres bateaux, affréter d'autres bateaux sur cette ligne.
Donc on se rend compte quand même qu'il y a des opportunités. C'est pas toujours négatif. Le conflit en soi, bon, quand il est armé, c'est très discutable. Mais le conflit en soi, c'est une négociation. C'est ça que j'entends moi dans votre Monsieur Metz, dans votre propos. C'est quelque chose qui est très intéressant et l'effet peut être paradoxal. Voilà, moi à l'époque, quand je travaillais sur la piraterie somalienne, j'avais l'habitude de dire que j'étais un complice des pirates parce que finalement on m'appelait après pour me demander mon avis sur la piraterie somalienne. Mais dans la chaîne de valeur, je pense que c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que quand vous avez, par exemple, les sociétés de ferry qui emmènent des passagers qui sont en très grande difficulté, même si c'est peu finalement hein, le trafic passager transmanche par rapport à tout ce qui est trafic roulier, hein, donc les remorques. Hein. Mais vous avez par exemple une très belle opportunité sur une ligne qui est une ligne Dunkerque-Irlande, quoi. Et ça, c'est toutes les sens du conflit. C'est-à-dire qu'il y a des gagnants, il y a des perdants, mais c'est toujours un peu paradoxal. Il y a pas forcément de ligne. Ça recrée, ça recompose le territoire, et ça, on le sent bien dans votre propos. Alors, sachant que la recomposition du territoire, lorsque la Commission a annoncé qu'elle allait mettre de l'argent sur la table pour justement modifier le corridor qui était auparavant un corridor terrestre qui permettait d'approvisionner l'Irlande en faisant un corridor maritime, mais en ne le faisant passer que par des ports du Benelux et aucun port français. Ça a fait grincer beaucoup de dents en France. Ça fait grincer quelques dents dans le Finistère. Je suis basé à Brest. Je peux vous dire que à partir du moment où on leur expliquait que oui, ok, c'est super, c'est très beau de dire que vous voulez aussi une réorganisation du trafic, enfin une aide à la réorganisation du trafic pour justement toucher également les ports bretons. Vous êtes sûr de vouloir autant de camions? Et là, tout de suite, vous aviez les gens qui s'arrêtaient dans la discussion, ils se disaient mais pourquoi tu parles de camions, Sébastien? Je dis, bah, ton bateau, il va arriver avec des camions de poissons, et ils vont passer où les camions? Vous avez pas le ferroutage en France, on n'y est pas, hein, donc le port de Roscoff, va falloir que la petite route Roscoff-Morlaix soit un peu renforcée parce que ça va poser quelques soucis. Et le même genre d'argument pour Saint-Malo. Je discutais avec des opérateurs pas loin de Saint-Malo qui disaient ah oui mais on va pouvoir capter plein de trafic en provenance d'Irlande. Je dis très bien, plein de trafic en provenance d'Irlande. Saint-Malo est quand même une ville d'un point de vue logistique, c'est pas forcément la ville la plus simple pour des camions qui sont relativement imposants, quoi. Si l'un de vous trois enfin l'un de vous deux du coup, Pierre ou Pierre Calestine, François Guizou, vous voulez peut-être réagir, apporter quelque chose sur ce côté-là? Bon, ce qui est sûr, c'est que quand on fait le bilan, je pense aussi un peu de ce qu'on vient de dire, c'est que les effets sur la mer enfin, la mer n'est pas à dissocier de la terre, hein, donc tout ça est un grand système, de mon point de vue en tout cas, et vous voyez quand vous commencez à poser la question de savoir quel est le port de Paris, certains disent c'est Le Havre, d'autres disent c'est Anvers. Bon, bah, vous comprenez que les effets sont importants. Quand vous voyez que, par exemple, il y a une lutte terrible entre les opérateurs portuaires européens et les compagnies, alors les compagnies, ça se passe un peu mieux. Mais la mer est un enjeu économique, mais éminemment un enjeu politique. Et quand au sein de l'Europe, vous avez parmi les plus grandes compagnies, vous avez CMA-CGM en France, hein, vous avez Maersk au Danemark, vous avez Hapag-Lloyd en Allemagne. Ce sont des gens qui animent, on pourrait dire même qui sont au cœur de la mondialisation. Il y a quand même une lutte féroce, et des alliances aussi, hein, beaucoup d'alliances qui sont concurrents mais aussi partenaires en fonction des moments. Et l'intégration des territoires, et ça c'est très vrai avec l'exemple de la route, se fait profondément par la mer. Tout en ayant quand même, comme vous énumérez un certain nombre d'armateurs et d'entreprises, tout en ayant tout de même bien conscience que il n'y a pas à proprement parler en dehors de la pêche d'espace maritime européen, mais une addition d'espaces maritimes nationaux.
Ça, c'est vrai en termes de réglementation de droit des navires, enfin de droit, mais aussi de droit du travail. Et ce que vous illustrez aussi, et d'ailleurs la concurrence entre les ports le fait aussi, il y a une concurrence féroce qui se joue au niveau européen. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose que nous fassions, mais enfin, pour le coup, moi je siège dans un groupe qui accueille aussi les libéraux qui sont au gouvernement en Hollande, et donc je peux vous assurer que je suis plus que marqué à la culotte quand je m'occupe des sujets maritimes au sein de la commission TRAN où je siège aussi, parce que vous pensez bien que le français, on va quand même pas le laisser dire trop de bêtises, alors que nous, les Hollandais, qui avons les plus beaux ports du monde, nous savons ce qu'ils font. Mais il y a clairement nos collègues hollandais, et ça faut le noter, ça s'entend en même temps, ils défendent leur bout de pain. Enfin, à chaque fois, ils disent non, mais tout ça, c'est d'ordre national. Ne vous occupez pas, l'Europe n'a pas besoin de s'en occuper. L'Europe va introduire une administration lourde, complexe et inutile. Nous, on fait ça très bien dans notre coin en Hollande. Bon. Mais voilà, il n'y a pas d'espace maritime européen pour l'heure. Et pensons aussi au départ, on va parler pavillon un peu, hein. Pensons aussi à Malte, à Chypre, etc. Et à la Grèce, hein, qui a une des plus grandes flottes au monde. Et par exemple, c'est des pavillons pour Chypre ou pour Malte qui sont considérés comme des pavillons de complaisance. Alors on n'en est pas au niveau du Liberia ou des îles Marshall, mais il y a quand même une législation qui varie beaucoup. Et comme vous savez, un bateau peut changer souvent de pavillon, donc il y a des cabinets d'avocats spécialisés pour faire changer vite les bateaux de pavillon, et ça pose des problèmes en termes de législation. Le fait est aussi que tout ce qui est de l'ordre des conventions, je pense, sont pas forcément applicables partout de la même manière, ou même le contrôle de l'État, enfin le state port control n'est pas appliqué partout de la même manière. Il y a des niveaux d'exigence qui, malgré l'existence d'un mémorandum commun sur Paris, est pas forcément exactement appliqué comme il devrait l'être. Donc un inspecteur français va pas forcément faire la même chose qu'un inspecteur bulgare ou qu'un inspecteur grec ou maltais, voilà. Et ça pose question aussi. C'est-à-dire que autant la mer peut rassembler, autant voilà, chaque opérateur joue son rôle propre, à son propre avantage évidemment. Merci beaucoup pour cette discussion passionnante. Moi, j'ai une petite question. Du coup, on a pu évoquer ces nuisances qui pouvaient être apportées par nos voisinages et par nos voisins à l'Union européenne, par exemple, mais aussi ces consensus qui peuvent se retrouver avec des nouveaux accords qui peuvent se gérer en dehors de l'Union européenne, mais qui nous concernent quand même, donc entre l'Islande, la Norvège, le Royaume-Uni. Mais également, vous en parlez, Pierre Kareskine, des débats qui peuvent avoir lieu aussi au sein de l'Union européenne. Et du coup, je me posais une question, comment est-ce que, au sein de l'Union européenne, dans les débats qui siègent donc au Parlement, aux différentes commissions, comment est-ce que des consensus arrivent à avoir lieu quand il s'agit de défendre les intérêts de l'Union européenne? Est-ce que des consensus, on arrive à obtenir des consensus facilement quand il s'agit de défendre les intérêts de l'Union européenne face à ces nouveaux belligérants économiques, entre guillemets? Alors, vous utilisez deux termes qu'il convient d'analyser. Le premier, c'est consensus, et le deuxième, c'est intérêt de l'Union européenne. Le premier, c'est consensus. Il y a l'histoire de la construction européenne, c'est l'histoire. Alors, si par consensus on entend unanimité, ce qui est quasiment, ce qui est pas tout à fait le cas, mais quand même, l'histoire de l'Union européenne, ça a été le glissement d'adoption à l'unanimité vers des adoptions au compromis. Et le travail que nous faisons en tant que parlementaires européens, c'est d'établir des compromis. Alors ça paraît tout à fait étrange pour la politique française qui considère le compromis comme la pire des choses. Au niveau européen, le compromis, c'est juste la façon normale de fonctionner. Comment voulez-vous fonctionner à 27 États membres avec 10, 15, 20 partis politiques dans chacun de ces États membres? Dans le Parlement européen, il y a 705 députés européens. On peut imaginer qu'il y a quasiment entre 150 et 200 partis politiques différents qui siègent.
Vous pensez bien que il y a un moment, s'il y en a un qui peut prétendre représenter, pouvoir avoir une position dominante, il ment. Personne n'a de position dominante au Parlement européen. D'ailleurs, le plus grand groupe, le PPE, n'a pas la majorité absolue. Les deux plus grands groupes, PPE plus les sociodémocrates, n'ont pas non plus la majorité absolue. Ils ont absolument besoin d'avoir un troisième groupe pour former une majorité absolue. Et comme parfois il y a un peu de défection dans les rangs, eh bien, il y a parfois l'obligation d'aller travailler aussi avec les autres. Donc en fait, notre travail de député européen, quand nous avons besoin de faire, comme nous allons faire adopter quand nous faisons adopter un texte, c'est de construire le compromis, c'est-à-dire la position commune. Dans les États membres, c'est la même chose. Dans les États membres, c'est la même chose. Ils sont 27 autour de la table. Alors il y a des règles, il y a des sujets qui se font à l'unanimité, mais il y a des sujets qui se font à la majorité, et donc à un moment, il faut construire la proposition qui va avoir la majorité. Et ça, c'est important de le comprendre, hein, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne au niveau européen. Ensuite, vous avez utilisé le terme intérêt de l'Union européenne. Je crois que pour définir l'intérêt de l'Union européenne, il faudrait déjà que l'Union européenne se voit comme une puissance politique. Or, aujourd'hui, l'Union européenne, elle a fait un pas majeur dans ce sens avec le lancement du plan de relance européen. Pour la première fois dans son histoire, l'Union européenne s'est endettée en commun et va rembourser en commun. C'est-à-dire qu'elle aurait pu se contenter de s'endetter en commun et de demander ensuite à chaque État membre de rembourser ce qu'il avait touché. Ça n'aurait pas été une grande solidarité, ça n'aurait été une solidarité que sur le taux d'intérêt que les États auraient pu, dont les États auraient pu bénéficier. L'Allemagne aurait payé un peu plus cher pour que l'Italie paye moins cher. Mais là, c'est le remboursement qui se fera pour moitié des sommes des 750 milliards d'euros, qui se fera au prorata habituel du budget. C'est-à-dire que les plus riches paieront plus que les moins riches. Donc là, on a un acte de prise de conscience d'un ensemble économique qui avait besoin d'une relance commune pour y aller. Et c'est probablement le premier élément vraiment important de la prise de conscience politique de l'Union européenne. C'est exactement à travers ce schéma que les États-Unis se reconstruisent après leur guerre d'indépendance. C'est au moment où le pouvoir fédéral contracte un emprunt et décide d'ensemble le rembourser que le pouvoir fédéral existe véritablement au niveau américain. Mais tout ça pour dire quand même que l'idée d'un intérêt de l'Union européenne est vraiment un concept qui est tellement difficile à définir que je ne l'entends pas. Ce ne sont pas des propos que je peux entendre au niveau de nos débats. C'est pas des termes que je peux entendre. J'essaye de trouver si nous avons des termes équivalents qui pourraient recouvrir tout ça, mais c'est pas comme ça qu'on évoque les choses. Mais voilà, l'Union européenne, c'est une construction qui prend beaucoup de temps et qui essaye de trouver sa voie sans obligatoirement d'ailleurs mettre des étiquettes sur ce qu'elle veut faire. Merci. Je sais pas si je vous laisse rebondir. Dans cette discussion sur le consensus, sur même le rôle du Parlement, il faut se souvenir que en fait le Parlement est devenu réellement important dans le fonctionnement européen avec le traité de Lisbonne, et que la première fois que le Parlement a dit zut à la Commission et au Conseil, c'est quand même sur le FEAMP. Je me souviens d'avoir reçu M. Caressi n'était pas d'accord. Moi, je me souviens d'avoir reçu un coup de fil tôt un matin, me disant un copain travaillant à Bruxelles comme lobbyiste. Pour ceux qui connaissent le film Thank You for Smoking, tous les ans on faisait un repas des lobbyistes avec lui. Et pareil, on n'avait pas les lobbyistes de la mort. Et en fait, il m'appelle un matin en me disant branche-toi sur la vidéo du Parlement, il va y avoir un truc. Et en fait, c'était le rapporteur de la commission pêche, M. Cadec à l'époque, qui venait devant les journalistes et avec l'appui de tous les shadow rapporteurs, donc tous les rapporteurs des autres groupes, venaient dire, on était juste avant les vacances de Noël, que le Parlement allait refuser
le compromis qui était sur la table proposé par le Conseil et la Commission, parce qu'ils considéraient que ça n'allait pas assez loin. Et en fait, cette prise de pouvoir du Parlement, j'aime bien me dire, c'est ma petite mythologie personnelle, j'aime bien dire que c'est la pêche qui a permis de faire. Ce qu'il faut se souvenir aussi, c'est si on parle de l'avenir, un des 10 arrêts les plus importants de la Cour européenne de justice, c'est l'arrêt Factor Time. C'est un arrêt pêche également, c'est l'arrêt qui sanctuarisait le fait que le droit européen est au-dessus du droit national. Et ça, c'était lié au fait que les Britanniques ne voulaient pas que des armements espagnols acquièrent des bateaux au Royaume-Uni. Donc ça a été des batailles très longues, il y a eu plusieurs arrêts de la Cour européenne de justice, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, plus aucun État membre, normalement, ne devrait aller à l'encontre d'un texte européen. Je dis bien normalement, parce qu'il y en a certains qui essayent toujours de tirer. Et au-delà de ça, je dirais, pour regarder un peu plus vers l'avenir, moi, une des grosses interrogations que j'ai sur l'entente européenne, toujours dans mon petit secteur, et un ensemble de discussions que l'on entend de plus en plus sur l'action hors UE de l'Europe. Lorsque l'Europe signe des accords de pêche avec des États tiers, principalement en Afrique, mais également au Groenland. Et une des questions sur la table que m'avaient posé les Britanniques, c'est est-ce qu'on va avoir un accord type accord de pêche africain avec l'Europe? C'est que généralement, ces accords de pêche, on dit que c'est un accord de pêche signé par l'Europe, mais ce sont généralement des accords, surtout autour de l'Afrique, ce sont des accords tonniers. Et ce sont des accords qui concernent essentiellement les Français, les Espagnols, parfois un peu les Portugais. Parfois, il y a un bateau italien qui se promène par là, justement. Il y a un tonnier sonneur qui, une année, est italien, une année, il est français. Ça dépend de l'envie de l'armateur ou des stratégies de l'armateur. Et de plus en plus, les États du Nord, les Néerlandais en tête, commencent à demander, mais dis donc, pourquoi on met autant d'argent sur la table pour aller pêcher au large de la Mauritanie ou du Sénégal? Parce que bon, cet argent, il vient de budget communautaire et il sert les intérêts de pêcheurs particuliers, qui sont des pêcheurs qui ne sont pas forcément les plus démunis, des pêcheurs qui, pour certains bretons, les tonniers sonneurs sont immatriculés pour une bonne partie à Concarneau, et c'est des marins qui viennent des villes et des villages autour de Concarneau. Mais grosso modo, ces pêcheurs, ces parlementaires néerlandais ont tendance à dire mais vous êtes gentil l'Europe, mais pourquoi on fait ça pour ces quelques États membres? Alors, c'est la construction européenne qui veut qu'à partir du moment où 2 États membres sont intéressés pour signer un accord avec un pays tiers, 2 États, ça fait l'Europe. Un État, ça fait du bilatéral, 2 États, c'est l'Europe. Donc à partir du moment où il y a 2 États, France et Espagne, ça fait 2 États, là, voilà, l'Europe doit rentrer en jeu. Mais justement, la question du consensus, là, elle commence à s'effriter très fortement, et encore plus fortement quand il y a les paiements donc pour l'accès, mais également l'argent que l'on met à côté pour le renforcement local, l'argent que l'on met pour que les États côtiers puissent avoir des navires qui contrôlent ou des systèmes de radar qui suivent les bateaux de pêche. Ça fait encore plus grincer des dents au niveau de certains parlementaires du Nord qui ne comprennent absolument pas pourquoi justement leur part du budget, parce qu'il y a toujours cette question, c'est ma part du budget. Je rappelle que quand l'euro est arrivé, ce qui avait effrayé plein de gens, c'est quand Jacques Chirac avait dit à la télé, voici les euros français. Parce qu'en fait, il avait des pièces qui avaient le dos, justement le dos français avec la Marianne. Et il avait présenté ça comme étant des euros français. Et je peux vous dire que à l'époque, j'avais déjà des copains britanniques qui me disaient tu vois Sébastien, c'est pour ça qu'on ne veut pas y aller, parce que vous n'êtes pas capable de faire un truc en commun. Et pour moi, l'avenir de l'UE, là, il se joue sur ces dimensions-là. Est-ce qu'on va être capable, comme sur l'emprunt fédéral, appelons comme ça, comme sur l'emprunt européen, est-ce qu'on va être capable de faire Europe? Ou est-ce qu'on va continuer à opposer l'agriculture française à la pêche espagnole et à un troisième secteur, choisissez le secteur que vous voulez, le lait au Danemark? Est-ce qu'on va continuer à opposer des dimensions nationales? Ou est-ce qu'on va enfin réussir à faire Europe? Juste pour terminer, il y a une étude qui va sortir au niveau de EMOFA. Donc EMOFA, c'est
c'est un observatoire économique des produits de la mer, sur le lien entre import et petite pêche. Une des questions qui nous a été posée quand on a fait cette étude-là, c'est de regarder les imports intra-européens. Et personnellement, moi, j'étais gêné. Parce que j'étais à dire, mais attendez, de quoi on parle? On est en train de parler d'imports intra-européens, c'est-à-dire de poissons qui se baladent d'Irlande en France ou de France en Espagne. C'est le marché commun. Il y a un moment, soit on fait le marché commun et on arrête de dire que c'est des imports et c'est juste, c'est pas la Bretagne qui vend à Paris, mais c'est la Bretagne qui vend à Barcelone. Très bien, voilà. Et on est tous des régions d'un même ensemble et on a des échanges. Soit nous-mêmes, on se remet des barrières en se disant, non, c'est un import. Et ben justement, il y avait toute cette discussion dans la construction de ce rapport et de la construction de cette étude, de savoir qu'est-ce qu'était une importation de produits de la mer en Europe. Et ça, honnêtement, c'est quelque chose qui, j'espère, va disparaître. Merci beaucoup. Je propose qu'on conclue sur cette partie avec donc les liens avec notre voisinage. Donc